soir, pour débuter Aigues Marines, un grand coup de chapeau à Maude Fontenoy, une femme d'exception que vous aimez beaucoup en Polynésie, surtout aux Marquises. Après 5 mois de mer, 3 océans, 3 caps et 1 dématage, Maude a bouclé mercredi à La Réunion son tour de l'hémisphère sud à contre-courant des vents dominants. Chapeau bas, Maude. Il y a 45 ans, un Polynésien, Pepe Arro, mettait au point un bateau pour pêcher le poisson volant. Son nom, le Potimarara, le fameux Potimarara, dont les propriétaires, pêcheurs professionnels ou plaisanciers, ne cessent de vanter les mérites. Regardez. Aux temps anciens, les pêcheurs traquaient le poisson volant sur leur pirogue à balancier. Dans la main gauche, une gerbe de feuilles de cocotier servant de torche pour attirer le poisson. De l'autre, une épuisette. À l'arrière du bateau, un barreur guidé par le pêcheur. Puis le temps passe. La pirogue est remplacée par une embarcation en moteur. La configuration n'a pas changé. Un pêcheur, un chauffeur. En 1962, Pepe Arro, pêcheur connu et reconnu, révolutionne ce mode de pêche. Son caractère assez trempé, selon ses proches, l'amène régulièrement à former puis changer de chauffeur. D'où l'idée un jour d'être seul maître à bord. Je me suis posé la question à savoir pourquoi pas concevoir un bateau avec la possibilité de pêcher seul à bord. Alors j'ai mis au point sur le papier ce qui sera plus tard le Potimarara. C'est après le passage d'un ami qui avait eu une idée similaire que nous avons construit le bateau. Dès les années 70, des bruits courent chez les pêcheurs. Il se dit que le maï-maï, la dorade coryphène, contrairement à ce qu'ils pensaient, n'évolue pas en profondeur dès que la mer est agitée, mais en surface, à portée de harpon. Et là, le Potimarara devient le bateau idéal. Il suscite même des vocations. 30 ans plus tard, l'enthousiasme est le même. L'avantage de la console Marara, c'est pour pouvoir manœuvrer plus facilement et plus rapidement. Tribord, bâbord. Et ensuite, avoir le maï-maï à portée de main pour pouvoir le harponner. Et pour la pêche à la traîne, en cas d'un mordage d'une grosse prise, travailler le poisson, toujours là, à portée de main, et aussi rapidement. Le carnet de commandes de Pepe Arro ne cesse de se remplir. Ses fils, Georges et Coco, donnent un coup de main à leur père. Au début des années 80, ils reçoivent l'autorisation de pêcher à 15 milles de la côte. La coque est consolidée. J'ai toujours gardé la même conception, les mêmes nombres de membrures, sauf sur le support du moteur, qui est un moteur quand même assez lourd et qui porte jusqu'à 300 kg. Un renforcement, un doublage des membrures seulement sur le support du moteur. En l'an 2000, après 20 ans aux commandes de son Potimarara comme pêcheur professionnel, Coco décide de construire ses propres unités. Il opte pour le polyester. Les bateaux en bois sont reconnus être beaucoup plus souples en mer par rapport au polyester, parce que le bois déjà est plus léger que le polyester. C'est surtout l'entretien qui fait la grande différence et la durée de vie. Un bateau polyester, il peut durer 30 ans, alors qu'un bateau en bois, il va durer 15 ans. Aujourd'hui, le chantier Maramuiti livre 20 bateaux par an, de 17 à 25 pieds. Il emploie 6 personnes, dont 2 femmes. C'est dur comme boulot? Non, c'est pas dur. Parce que tu suis la pièce. Et tu mets que les matières et tu les mouilles. Non, c'est pas dur. Ça va aller pour les filles ainsi que pour les garçons. Mais il n'y a pas qui tiennent beaucoup dans ce métier. À cause de l'odeur peut-être. Eh bien, ça gratte. Et qu'est-ce que tu ressens quand c'est fini? De la fierté. Quand on le démoule, c'est beau. Et quand tu le vois sur l'eau? Ah oui, je dis à toute la famille, ah c'est nous qui avons fait ce bateau. Partout, mais jusqu'à Réatea. 45 ans après sa conception, le Potimarara n'est plus réservé aux pêcheurs professionnels. 60% des propriétaires sont des plaisanciers. Ils sont de tous les événements. Caravanes de Hawaï Kinui, bateaux accompagnateurs des compétitions de surf de Te Aupo.
Le Putumaratha est devenu la Rolls polynésienne des mers. Et nous saluons Pepe Haro, qui coule des jours heureux aux Australes. Il a 75 ans et continue à pêcher à bord évidemment de son Putumaratha. En 1984, un scientifique se lançait dans l'élevage de maï-maï. 10 ans plus tard, il poursuivait son expérience à Hawaï. Retour en image sur cet élevage, puis nous ouvrirons avec le ministre de la Pêche le dossier Haopa, le projet d'élevage de thon à Hao. Mais d'abord, cap sur Hawaï. S'il faut aujourd'hui ouvrir de grands yeux pour apercevoir ce maï-maï, ce ne sera plus le cas dans 3 mois. Il mesurera déjà 23 cm. 3 mois plus tard, il aura doublé de volume pour atteindre à l'âge d'1 an 1 mètre et peser 9 kilos. Ils deviennent tout clair, le brillant il s'en va. Le maï-maï est le poisson d'élevage par excellence. C'est en tout cas ce qu'en dit Sid Crowell. Depuis 10 ans, il essaie de mettre au point les techniques d'élevage du maï-maï. Université d'Hawaï, puis travaille sur le terrain en étroite collaboration avec l'aquarium de Waikiki. La tâche est ardue. 3 projets de ce type ont déjà échoué, mais Sid, lui, progresse dans ses recherches. Les conditions optimales pour le mahi-mahi, c'est une eau assez chaude entre 20 et 30 degrés Celsius, mais la température peut descendre jusqu'à 13-14 degrés. J'ai déjà exporté en Grèce des mahi-mahi qui avaient été élevés en Australie dans des eaux froides. Ces animaux ont besoin d'une eau très claire, ils ne supportent pas les eaux troubles car ils se déplacent très vite. Sid Crowell n'est pas inconnu des Polynésiens. Il a travaillé avec l'Ifremer, puis avec un particulier des Tuamotu. Désormais, il se consacre à son élevage car le maï-maï a ses exigences. La nourriture, par exemple, a dû changer à plusieurs reprises au fil de la croissance de l'animal. Un animal aujourd'hui prêt à atterrir dans les assiettes. J'espère vendre mes premiers mahi-mahi d'élevage au mois de juillet dans les restaurants d'Hawaï. Il faut absolument connaître les goûts des consommateurs, de quelle taille ils préfèrent le poisson, quelle qualité, une chair plus ou moins grasse, en fonction de leur santé et de leur goût. Je dois également connaître le prix de revient et voir si un tel élevage est tout à fait rentable pour moi. Les prix devront être assez élevés pour amortir les dépenses effectuées par Sid Crowell ces 10 dernières années. La maîtrise des techniques d'élevage du maï-maï lui aura coûté $1 million. Et aux dernières nouvelles, le projet maï-maï a capoté. Les scientifiques n'ont pas réussi à maîtriser les conditions d'élevage. En Polynésie, il n'est pas question d'élever du maï-maï, mais du thon. On en parle depuis plusieurs années. Alors, où en est le projet? Quelle est sa dimension? Quels sont les objectifs? 3 questions à Frédéric Rivetta. Il est ministre de la Pêche. Le projet AOPA a été maintenant soumis au niveau du Conseil des ministres. Il est vraiment revu à la baisse. Si au départ, il y avait 2 milliards d'investissements, nous sommes à 674 millions d'investissements. Et une partie seulement qui est soumise à l'éligibilité de la DGI. Et actuellement, le dossier, il est à l'étude à Paris. Si à l'origine, ce projet concernait 3 volets, la pêche lagonaire, le grossissement du thon et une flottille de pêche hauturière, à l'heure actuelle, l'investissement est vraiment minimisé. Il s'agit uniquement du grossissement du thon. Et dans ce projet, il n'y aura plus les seineurs. Les seineurs seront juste affrétés pour un certain temps pour pouvoir capturer les thons de 10 à 25 kilos pour faire le grossissement. Et un autre deuxième volet de ce projet concernera alors l'unité de traitement du poisson. Il faut savoir que ce projet retenu maintenant, c'est un projet de phase pilote qui va être, parce que nous avons énormément de paramètres que nous connaissons et qui va être confirmé par ce projet de pilote. Les objectifs sont 58
emplois à terme, 18 pour faire la pêche et 40 pour faire l'unité de traitement, quoi. Et puis avec un chiffre d'affaires de 800 millions et une production de 1000 tonnes pour la première année. Et le projet devrait se mettre en place dès le feu vert de la DGI, la Direction Générale des Impôts. Voyons maintenant les échos de la mer. Ils sont signés Laïté Maori. Des détaillants de bijoux nippons en Polynésie. Ils sont les heureux gagnants d'une loterie organisée par la TPJ, la Treaty Pearl Society of Japan, présidée par Yamisa Okuda, l'un des plus gros acheteurs de perles de Tahiti. Au programme, formation et sensibilisation aux joyaux polynésiens, avec, entre autres, une visite du service de la perliculture chargé du contrôle des perles à l'export. Le statut du marin pêcheur au centre d'une séance de travail organisée entre le président du pays, le ministre Rivetta et les professionnels du secteur. Un statut qu'il est urgent de concrétiser, a déclaré le président qui a annoncé d'autres mesures, l'implantation prochaine de 20 dispositifs de concentration de poissons supplémentaires ou encore la mise en route de 10 nouveaux équipements frigorifiques. Mise au sec la semaine dernière du Timoana et du Tumoana, deux fleurons de la croisière basée à Raiatea. En 2006, le dock flottant a accueilli plus d'une douzaine de bateaux civils dont des navires étrangers. C'est la Chambre de commerce qui assure l'exploitation du dock depuis 3 ans. Une nouvelle convention entre la marine et la CCISM sera d'ailleurs signée le 29 mars. Cap sur Clipperton pour le Prairial. Sur sa route, la frégate de surveillance prendra part à des exercices avec les marines étrangères dans le Chili. Durée de la mission, une centaine de jours. Le retour est prévu le 2 juillet. Voilà pour ce soir. Notre prochain rendez-vous est fixé au 2 avril. Nous vous ferons découvrir, surtout à nos amis des îles, le salon nautique qui se tiendra à Place Toata du 29 mars au 1er avril. Bonne soirée.